Bonjour et merci d'être fidèle à CRTV News. Ce matin, édition spéciale sur la pénurie des devises en zone CEMAC. Les opérations de change se compliquent, les transferts d'argent à l'international sont plus restreints. Si vous voyagez, vous avez dû vous rendre compte que vous ne pouvez pas retirer plus de 5 millions de francs CFA hors de la zone CEMAC sans les justifier au préalable. Et surtout, plusieurs importations sont bloquées. Raison évoquée, les devises sont indisponibles. L'épine de cette paralysie se loge dans une mésentente entre les banques commerciales et la banque centrale, la BEAC. Depuis 4 mois déjà, la presse se fait l'écho des plaintes et des craintes du secteur financier. Des questions et des notions qui peuvent, on le sait, dérouter des téléspectateurs pas très au fait de ces concepts du secteur bancaire. CRTV News ce matin se propose de vous expliquer plus en profondeur ce qu'il retourne, de quoi il en retourne. Et ce matin, donc, nous avons avec nous 2 experts pour décrypter la question. À ma droite, Bernard Wanji est économiste. Il est surtout un ancien cadre de la Banque mondiale. Bonjour Bernard. Bonjour. Bonjour à vous. Et juste à ma gauche, j'ai avec moi le professeur Constant Fopi Diogap. Il est un professeur agrégé en sciences économiques et il officie à l'université de Yaoundé 2. Bonjour professeur. Bonjour Gladys. Alors on est là en plein dans un sujet qui inquiète plusieurs opérateurs du secteur financier et qui paralyse plusieurs pans de notre économie. Avant d'entrer dans les détails, je vous propose une petite mise en contexte avec Clarisse Arré-Darcan. Prevailing currency situation in the Central African sub-region has been likened to a cat-and-mouse game between the Bank of Central African States and commercial banks. While the regulator accuses lenders of unfair practices, they, for their part, claim that recent changes in the banking sector restrict their activities. Caught in between, You have to import the raw material we need to transform, to give to the consumer what they need. And now it's not possible for us to pay those raw material and those equipment we need. The problem of regulation of BEAC, the problem of devaluation, it is not our problem. It's a problem of the state. the decision taken by the Bank of Central African States has gathered a couple of likes from economists. The central bank cannot allow economic operator to send currency out of the country without control. The impact should be lessened because many economic operators import the good that can be produced by our local firm. Economic operators and bankers should know and understand the new framework. The repatriation of currency has been a bone of contention on both sides. Speculation on the CFA francs, tax evasion, money laundering, double currency in circulation, and lack of transparency on the part of bankers are equally amongst the reasons for the new regulation enforced since March 2019. BEAC officials confess that the waiting period saw some banking services affected, though not at the detriment of economic activity. However, we do a lot of importation for our packaging, a lot of importation for a lot of our basic raw materials. So the fact that, there is the deficit of currency, definitely the businesses are affected because prices would increase, and when prices increase, then they become less competitive in the market, and it causes business to be slow. economic operators henceforth have direct access to the Bank of Central African States to file their complaints. While adaptation seems inevitable, there are, however, fears that, with pressure on all sides, survival of the fittest may be the name of the game. Petite mise au point, petit panorama de la situation dans cet élément que nous proposait Clarisse Arré-Darcan. Professeur, si on vous dit crise de devises, ça renvoie à quoi? Oui, merci Gladys. La crise, il y a plusieurs acceptations de la crise. Et sur le plan économique, la crise peut être appréhendée au niveau global et au niveau sectoriel. Au niveau global, nous avons les crises financières,
la crise économique elle-même, la crise monétaire. Et au niveau sectoriel, on peut avoir quelque chose comme la crise de logement, la crise bancaire. Bon, parlant de la crise de devises, il s'agit d'une crise monétaire. Comme vous le savez, la devise n'est rien d'autre que la monnaie étrangère. Une devise, ou bien les devises sont en crise, lorsqu'il y a une modification brusque de leur prix. Donc si le prix, que ce soit de l'euro ou bien, on appelle prix en économie le prix de la monnaie, le taux de change, s'il y a une modification brusque et forte du taux de change d'une monnaie, on peut dire que cette monnaie est en crise. Donc, est-ce qu'on peut dire, en l'état actuel des choses, dans l'état actuel du débat, que le CFA et le franc CFA est en crise, Bernard Wandji? Certainement que le franc CFA est en crise. La zone franc tout entière est en crise. Et à l'heure actuelle, on peut même craindre que la zone franc est à la croisée des chemins. Oui. Et doit affronter dans les prochains mois des grands bouleversements. Et je préviens d'ailleurs que son Excellence, le président de la République, M. Paul Biya, dans son discours du 31 décembre, il a averti les Camerounais qu'il y aura des grands bouleversements durant l'année 2019. Mais avant d'entrer justement dans toutes ces préoccupations très techniques-là, peut-être il est important de définir quelques concepts qui rentrent dans ce problème aujourd'hui. On dit que la crise des devises, il y a crise des devises parce que le compte d'opération de la BEAC n'est pas assez fourni. Le compte d'opération renvoie à quoi? Pour que les téléspectateurs comprennent bien de quoi on parle. Vous savez, après les indépendances, les États, les anciennes colonies françaises d'Afrique et la France, la métropole, ont décidé d'avoir un cadre institutionnel de stabilité macroéconomique. Oui. C'est là-bas qu'ils ont signé des accords de coopération monétaire. Oui. Et ces accords de coopération monétaire concernaient la gestion de la monnaie. À cet égard, l'ancienne métropole accordait aux banques centrales des anciennes colonies une garantie une convertibilité illimitée de leur monnaie, et en échange, en contrepartie, les réserves d'échange extérieures, c'est-à-dire les réserves d'échange provenant de leur hors zone de leur émission devraient être logées dans un compte créé au Trésor français qu'on appelait compte d'opération. D'accord. À l'origine, ce compte devrait recevoir tous les avoirs extérieurs. Ça a évolué chemin faisant, en passant de 100% à 65%. Et aujourd'hui, nous avons 50%. Et les 50 autres pourcents de cette réserve vont servir aux banques centrales de gérer leur trésorerie et assurer leur paiement avec le Fonds monétaire international et la Banque internationale de règlement. D'accord. Donc, le fonds d'opération est ce fonds-là qui contient un compte. Ce compte-là qui contient, 50% des revenus de nos exportations. Exact. Exactement. Donc, ce fonds, si on parle aujourd'hui des crises... Oui, allez-y. Donc, l'origine du compte d'opération remonte à 1940. Parce que le 18 juin 1940, le général de Gaulle s'enfuit à Londres. Il est donc auprès de Churchill et il dit donc que je veux poursuivre la guerre aux côtés de l'Angleterre et des Alliés. De Gaulle n'a pas de territoire, il n'a pas d'armée, il n'a même pas de soldats. Donc il lance donc un appel aux soldats français de le rejoindre à Londres. Et maintenant donc Churchill équipe les soldats français et les nourrit. Et pour cela donc, quand de Gaulle dit la France c'est moi, Churchill ouvre un compte à de Gaulle, au général de Gaulle, où il place donc de l'argent pour pouvoir donc comptabiliser l'effort de guerre de l'Angleterre au profit de la France. Donc c'est là d'abord l'origine du compte d'opération. En plus, lorsque maintenant le général Leclerc vient conquérir l'Afrique,
toute l'économie de l'Afrique, de la partie de l'Afrique qui est conquise, les opérations passent par ce compte d'opération qui est à l'ordre. Importation, exportation. Exactement. Parlons justement de l'importance de ce compte d'opération-là dans les transactions importation et exportation. C'est important parce que lorsque la guerre se termine en 1944 et De Gaulle prend le pouvoir à Paris, il la met dans le compte d'opération qui est à l'ordre, il la met au Trésor français et dont les opérations des colonies d'Afrique continuent de fonctionner à travers ce compte. C'est ça, n'est-ce pas, l'historique du compte d'opération. Ça permet de voir clair dans tout ce que la colonie fait. À l'époque, c'était Afrique centrale et Afrique de l'Ouest, les deux combinés. Donc, tous les deux combinés, ça permettait de voir clair qu'est-ce qu'on fait comme importation, exportation. Et évidemment, il s'arrangeait pour que ce compte ne soit jamais débiteur. Il s'arrangeait pour qu'il ne soit jamais débiteur. Donc, et un an après avoir pris le pouvoir, donc, après la signature des accords de Bretton Woods, on a donc déclaré la naissance du franc CFA qui va donc de Libreville à Dakar, basé donc sur ce compte d'opération, mais dont l'origine essentiellement est d'abord militaire, parce que quand on dit opération, c'est opération militaire. Les opérations militaires que le général de Gaulle entreprenait et qui étaient financées par Churchill d'abord et ensuite les Américains. Ce qui fait que dans les années 40-50, on avait au Cameroun une double circulation monétaire. On avait le dollar, on avait le franc CFA, et même dans les langues locales, quand on dit $1, $5, ça veut dire, ça fait référence au dollar qui avait à l'époque une parité fixe par rapport au franc français. Je voulais un peu dire ça, donc, n'est-ce pas, parce que les gens pensent que le code d'opération est sorti brusquement après les indépendances ou en 72. Donc, son origine, c'est les opérations militaires qui étaient capitales pour la survie de la France. On parle, j'ai insisté pour évoquer ce compte d'opération-là parce qu'évidemment, il est au centre de la situation qui nous amène ici aujourd'hui. Pourquoi on a pénurie de devises? Parce que le compte d'opération de la BEAC ou de la zone CEMAC a eu plusieurs régressions, a régressé après la crise de 2016. Est-ce qu'on peut avoir un aperçu, Bernard Wandi, de l'état du compte d'opération en ce moment, en 2019? Bon, nous avons pu consulter les statistiques monétaires qui sont maintenant disponibles sur le net, dans Google, sur le site de la BEAC. Sur l'ensemble de la CEMAC, effectivement, le compte d'opération est à la limite. Vous avez un pays comme le Congo-Brazzaville, dont le solde s'est effondré de 2 000 milliards à 200 milliards en l'espace de 10 ans, c'est-à-dire entre 2010 et 2018. Effondré de 2 000 à 200. Bon. Paradoxalement, le Cameroun, qui se situait aussi dans les zones de 2 000 milliards en 2010, ça s'est d'abord effondré à 1 400 en 2016. Et puis, comme par miracle, n'est-ce pas, le solde est remonté. Donc actuellement, le Cameroun a à peu près 2 000 milliards, n'est-ce pas, de réserves d'avoirs extérieurs, contre 200 pour le Congo. Vous voyez donc le rapport de 1 à 10. Donc ce qui fait dire, n'est-ce pas, à nos économistes gouvernementaux que c'est parce que l'économie du Cameroun est plus diversifiée, c'est vrai. Alors que bon, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Congo, Brazzaville et les autres sont très dépendants du pétrole et les prix du pétrole s'étant effondrés, ça a donc enlevé les ressources dont ces pays-là avaient besoin pour pouvoir maintenir leur stabilité. Donc actuellement, vous avez une CEMAC où le Cameroun émerge du lot un peu, et puis les autres, donc la Guinée équatoriale, la RCA, le Gabon, qui sont presque en rouge au compte d'opération. Et c'est là que, n'est-ce pas, le principe de la solidarité de la communauté joue. Justement, la BEAC souligne que pour l'instant, la situation n'est pas préoccupante puisqu'elle avance que les montants qu'il y a dans le compte d'opération peuvent couvrir 3 mois d'importation. J'aimerais que vous expliquiez à nos téléspectateurs le lien entre le compte d'opération et les opérations d'importation-exportation. Oui. Je vais ajouter un petit détail sur les statistiques données par M. Wandi. Bon, les statistiques, on peut les interpréter comme on veut.
Là, si vous voyez la situation des réserves d'échange il y a 2 ans, et ce qui a fait convoquer à Yaoundé le sommet de chefs d'État, c'était vraiment au rouge. Mais entre-temps, il y a une certaine amélioration. Donc, en 2019, comparativement à ce qui s'était passé en 2017, il y a plus de réserves, un peu plus de réserves qu'avant. Mais comparé aux années 90, aux années 2010, où il y avait encore le boom pétrolier, Oui. là, il y avait vraiment des devises. Et même le compte d'opération, quand on dit que les États doivent conserver 85%, 50% de leurs réserves, il y avait des pays comme la Guinée équatoriale qui était à 85% de ses réserves dans ce compte dans les années 2010. Et c'est là que vient la question. Certes, il y a eu une crise des matières premières qui a fortement érodé les avoirs extérieurs nets de la zone, mais où sont passées les devises qui ont été engendrées pendant la période des vaches grasses? Justement, vous savez que la CEMAC ne produit pas grand-chose. Donc, dans le commerce international, la CEMAC n'est pas très présente. Et nous importons plus que nous ne consommons. Oui. Et les devises permettent de couvrir les exportations, puisque quand vous voulez importer, que ce soit en Chine, en Union européenne ou bien en euros, il va falloir convertir notre franc CFA en cette monnaie étrangère pour acquérir les biens en question. Or, la BEAC ne fabrique pas les devises, la monnaie étrangère. Il doit de temps en temps faire recours à son partenaire français qui garde ses réserves pour pouvoir effectuer ses opérations avec l'extérieur. Oui. Donc, on est là dans une situation où la BEAC a besoin de devises pour permettre aux pays, par exemple, d'avoir les biens dont ils ont besoin à l'international. Oui. La BEAC a besoin de devises. Dans les opérations d'importation, la BEAC demande, si la BEAC n'a pas, si le store de 50% qu'il détient ne suffit pas pour couvrir les importations, il doit de temps en temps faire appel au Trésor français. Oui. Maintenant, dans le cas des exportations, si les opérateurs économiques, les agents économiques, que ce soit l'État et les entreprises, vendent à l'extérieur, Oui. ils vont déposer leurs devises dans leur banque. Et cette banque, les banques commerciales vont transférer ces devises à la Banque centrale en échange de la monnaie nationale, en échange du CFA. Oui. Et les CFA reçus par la BEAC, la BEAC va diviser en deux, garder 50% dans ses coffres et renvoyer 50% au Trésor français, dans le compte d'opération. Alors, avant de continuer, avant d'aller plus en profondeur, je sais qu'on a déjà abordé, qu'on a déjà introduit plusieurs notions importantes qui permettront, on l'espère, de mieux comprendre cette pénurie des devises. Je vous propose d'abord cet élément explicatif sur justement la notion de devise. C'est quoi une devise? À quoi elle sert? Quel est son rôle dans les transactions commerciales? Sali Sonata Faha. Imagine a Cameroonian travels to Switzerland or Japan and badly needs to buy gifts for his or her family back home. What currency would he or she use? Well, you have the answer. Definitely not the CFA franc, rather the Swiss franc for Switzerland and yen for Japan. That's to tell you all countries do not use the same currency and above all, do not have the same value. An exception though is the euro, which is used by several European countries. Currency therefore refers to any kind of money that is in circulation in an economy in the form of paper or coins, also known as soft or hard money, used to purchase goods and services. Currency is generally issued by a government and it is known as fiat money, meaning the value of the currency can be tied to the material it is used from, but by the value it represents according to the economy and issuer. Aside the 180 physical currency officially recognized by the United Nations, the 21st century ushers in a new form of virtual currency with the most popular, Bitcoins. Here, all transactions occur online. Aside the obvious use of currency as a basis for trade,
Currency is also considered a store of value. This means that it can be stored and brought out later on while still retaining most, if not all, of its value. Merci à Sali Sonata Farah pour cette précision d'une notion qu'on utilise beaucoup à tort et à travers la notion de devise. En gros, les États ont besoin des devises déjà pour acquérir les biens qu'ils ne produisent pas sur place et pour gérer leurs échanges avec d'autres pays. Donc les devises entre elles s'entremêlent. J'aimerais savoir, Bernard Wandy, dites-nous, qu'est-ce qui occasionne le problème? Qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment, on soit en rupture de devises? Mais aussi simple que ça, on nous avait appris en première année, en deuxième année de faculté que la mauvaise monnaie chasse la bonne. Je crois que c'est un économiste, un financier anglais qui avait forgé ce théorème. Ça fait il y a 4 siècles. La loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne. Regardez même quand vous ouvrez le porte-monnaie, vous voulez payer, vous sortez d'abord les biens les plus vieux et les biens déchirés pour imposer, n'est-ce pas? Donc ce qui se passe, c'est qu'actuellement, le CFA est considéré comme une mauvaise monnaie, on spécule dessus. On ne sait pas très bien si ça va dévaluer, on ne sait pas très bien si ça va se maintenir, si on va même abolir le franc CFA et abolir la zone franc. Donc c'est une mauvaise monnaie. La perception publique, il y a des gens qui déchirent même. Non, il y a des gens qui déchirent, qui brûlent le bien de franc CFA. Alors, donc maintenant, ça chasse la bonne. Ça, c'est dans le théorème de Gresham. Et ça fait il y a 4 siècles. C'est cette perception, oui, c'est cette perception plutôt incertaine. On n'est pas sûr du CFA. Oui. Et parce qu'on n'est pas sûr du CFA, certaines banques, est-ce qu'on peut dire que c'est parce qu'elles ne sont pas sûres du CFA que certaines banques, justement, ont pris sur elles d'exporter leurs devises ou alors ont peur de rapatrier les devises parce que la BEAC estime que près de 3 000 milliards de nos devises sont bloqués dans des comptes étrangers que les banques refusent de rapatrier. Oui, merci Gladys. Mais je vais revenir sur ce qu'a dit M. Wanji. Le CFA n'est pas une mauvaise monnaie. Le CFA est une monnaie faible parce que nous n'avons pas une économie viable. Et la pénurie de devises vient à partir du moment où vous importez plus que vous n'exportez. Oui. Puisque pour avoir les devises, il faut vendre à l'extérieur. Si vous ne vendez pas assez à l'extérieur, cela va de soi que vous n'aurez pas assez de devises. Quand vous importez aussi beaucoup, ça veut dire qu'il y aura érosion de vos devises. Oui. Bon, comme l'économie n'est pas viable, ça suppose qu'il y a un problème de rentabilisation des capitaux. Oui. S'il n'y a pas des opportunités d'investissement, vous savez que nous sommes dans la zone CEMAC jusqu'à une période avec 2 bourses dont la capitalisation de l'une d'elles ne dépasse pas plus de 150 milliards. Et selon les statistiques qu'a fourni le FMI, les capitaux détenus par les agents économiques de la CEMAC hors de la zone représentaient près de 3 000 milliards. Donc ces capitaux sont à l'extérieur juste parce qu'ils ne peuvent pas être rentabilisés. Mais aussi, je pense qu'il y a aussi un problème de sécurisation des capitaux. Il y a la corruption. Vous savez, quand les hauts fonctionnaires détournent l'argent, ils ne peuvent pas les garder dans la sous-région. Ils doivent garder ça à l'extérieur. Et pour garder l'argent à l'extérieur, ce n'est pas en francs CFA, mais il va falloir acheter les devises et les placer. Oui. Et même les banques commerciales, ils ont également leurs comptes en devises à l'extérieur. Ils profitent. Comme il n'y a pas assez d'opportunités d'investissement dans la sous-région, ce qu'ils font, ils placent leurs capitaux plutôt à l'extérieur. Et pour les placer, c'est en devises. Et les devises qu'eux-mêmes ne fabriquent pas, les devises de la sous-région qu'ils prennent à la Banque centrale. Donc, c'est un peu ça. Donc, on est là, vous mettez là le doigt sur un problème de transparence, un problème de respect de la réglementation qui, justement, nous conduit à la situation actuelle. 2 versions, généralement, s'affrontent
ou deux versions prospèrent dans la situation actuelle de crise de devises. La première, justement, celle de la Banque centrale qui estime qu'on en est rendu là parce que les banques commerciales ne veulent pas rapatrier les devises qu'elles conservent de l'autre côté, et celle des banques commerciales qui plutôt rejette la faute sur la nouvelle réglementation de la BEAC qui se veut plus restrictive ou alors plus regardante sur les différentes opérations de transfert des devises. Bernard Wandji, j'aimerais bien que vous expliquiez à ceux qui nous suivent, ceux qui nous regardent et qui s'interrogent certainement sur les raisons pour lesquelles une banque ne voudrait pas rapatrier ses capitaux. Je sais que le professeur a déjà commencé une amorce des réponses. Nous avons dans la zone franc un système d'économie administrée. Oui. Et la monnaie aussi est administrée. Bon, il se trouve que j'ai eu pour professeur le professeur Tchidja. Et lorsque les nouveaux accords ont été signés en 1972 entre la zone franc et la France, nous avons organisé à l'université un débat. Donc, un débat entre qui mettait en scène le professeur Tchidja qui était partisan de la liberté des prix, de la libéralisation des marchés, contre le directeur du budget de l'époque, il est encore vivant, M. Koula, qui était partisan de la zone franc avec tous ses mécanismes. Alors dans le débat, c'est Tchidja qui dit à Koula que si vous fixez le prix de la monnaie et vous fixez la quantité de la monnaie, ça ne va pas, on ne peut pas fixer à la fois le prix et la quantité. Nous savons que même les tomates, lorsque la quantité augmente sur le marché à la récolte, le prix du cajot de tomates tombe à 3 000. Oui. Et quelques mois plus tard, le prix du cajot monte à 15 000. Donc il dit que vous ne pouvez pas fixer à la fois le prix et la quantité. Vous avez fixé le prix, 50 francs CFA pour un franc français. Mais dans ce cas, alors, il faut vous préparer à en fournir en quantité illimitée tant que le marché va en demander. Et vous ne pourrez pas. Et c'est ce qui arrive aujourd'hui. Le franc CFA est surévalué selon les études qui ont été menées depuis 3 ou 4 ans. Et le taux de change effectif réel du franc CFA a fait une monnaie surévaluée. Mais comme, n'est-ce pas, on continue à le mettre à la disposition du public à un taux de faveur, c'est-à-dire 656 francs CFA pour 1 euro. Alors c'est un taux de faveur. Dans ce cas, tout le monde demande à ce taux de faveur pour garder. C'est aussi simple que ça. Lorsqu'on spécule sur le haricot en saison sèche, chaque commerçant cherche à racheter le stock des autres. Oui. Il cherche à racheter le stock des autres et attendre la saison sèche pour pouvoir vendre lui seul le moins cher. Et c'est ce qui s'est donc passé maintenant dans les banques. Parce qu'auparavant, jusqu'en 1972, il y avait le principe de l'exclusif qui était dans du système militaire de 1945, c'est-à-dire toutes nos opérations, y compris import-export, devaient passer par le contrôle des changes. Donc en 1972, on a donc assoupli, comme a dit le professeur tout à l'heure, relaxer le quota. Le quota, donc maintenant ce n'est plus 100%. Oui. Et on a relaxé, je pense, en 65, enfin, d'une certaine façon. Ça veut donc dire que on avait un volant maintenant qui nous permettait d'aller voir ailleurs, c'est-à-dire en Asie, en Allemagne, en Italie. On avait un volant qui nous permettait d'aller voir ailleurs. Ensuite, on a encore relaxé à 50% et surtout, il y a une dizaine d'années, la BEAC a adopté une nouvelle réglementation qui autorise les banques à garder un volant de trésorerie dans une proportion de 70-30. C'est exactement comme si un chef de famille qui avait géré 100% des ressources de la famille, à un moment donné, il dit à sa femme, bon, prends 30% là, tu gères. Et au bout de quelques années, le monsieur, lui, il a en difficulté, mais la femme, elle a pu constituer une épargne. À la grande surprise. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui passe par la BEAC, compte tenu du déficit commercial, ça a donc siphonné les réserves que la BEAC détenait. Oui. Et au contraire, les banques, petit à petit, ont plutôt accumulé des réserves. Donc le monsieur se retourne à droite, il voit que sa femme maintenant a constitué une cagnotte
Alors quand l'enfant vient et dit, bon, on veut fêter l'anniversaire parce que l'anniversaire et les diplômes, parce qu'on a tous réussi, le papa dit à la mère, paye. Et la mère dit au papa, non, paye. C'est ce qui se passe maintenant. Les entreprises déposent les demandes de transfert à la banque commerciale. La banque commerciale dit que c'est la BEAC qui doit payer. Et la BEAC dit que non, vous avez l'argent payé. Donc voilà donc, n'est-ce pas, le hiatus qu'il y a entre la Banque centrale et les banques commerciales aujourd'hui. Chacun d'eux détient des devises. La Banque centrale a des devises. Comme a dit le professeur tout à l'heure, 3 mois d'importation, peut-être même 5 mois, qui sait. Mais il se trouve que aussi, grâce à la libéralisation, n'est-ce pas, la mesure qui a été prise il y a une dizaine d'années, les banques petit à petit ont aussi constitué des réserves. Et peut-être l'origine même de ces réserves, comme a dit le professeur, c'est peut-être le blanchiment de l'argent de certaines personnes. On estime, professeur, que pas moins de 2188 comptes ont été justement créés entre l'an 2000 et 2018 pendant cette période-là qui permettait aux banques d'ouvrir des comptes en devises à des résidents de la zone. On parle de 244 comptes détenus au Cameroun pour un montant de 53 milliards de francs CFA. On a la RCA qui a pas moins de 31 comptes en devises ouverts pour un montant de 146 millions de francs CFA. Le Congo a 202 comptes en devises et puis le pays qui bat le record, on va dire ainsi, qui bat le record des comptes en devises ouverts dans l'illégalité. Dans l'illégalité, c'est le Tchad avec 1413 comptes en devises pour pas moins de 886 millions de francs CFA. Ça vous inspire quoi, ces chiffres-là? Oui, non, ces chiffres sont exacts, ce sont des chiffres que moi-même je les détiens. Mais il faut rappeler que cette ouverture de compte dans l'illégalité peut s'expliquer par 2 faits. Le premier, c'est que ouvrir d'abord un compte officiel, un compte de devises, avant la réglementation, ouvrir un compte de devises, ce n'était pas facile. Et la Banque centrale avait toléré dans les années 2000 jusqu'à 2010 parce que elle-même avait beaucoup de réserves, que ce soit dans ses propres comptes ou bien au compte d'opération. Et lui, il autorisait. Il faisait qu'on n'ait pas semblant de ne pas voir que les banques, quand les banques centrales, les banques commerciales faisaient des placements offshore à l'extérieur, lui-même, il tolérait. Parce qu'en lui ramenant ses réserves dans ses comptes, il devait rémunérer. Comme ce sont une monnaie, comme ces réserves ne lui servaient absolument à rien, donc on voit à grand chose, il tolérait. Et vous savez que depuis un certain temps, la Banque centrale, la BEAC, a initié un vaste programme de réforme, là visant à faire de notre banque centrale une banque centrale moderne. Et c'est là qu'inscrit la nouvelle réglementation d'échange qui est entrée en vigueur en mars dernier. Et ce qui se passe, c'est que pour bénéficier, bon, puisque j'ai entendu beaucoup de choses, dit qu'il y a de lourdeur de procédures administratives, c'est faux, puisque j'ai lu. C'est ce que le secteur privé. Voilà, et c'est faux, puisque les traitements, avant la réglementation, on traitait les dossiers de demande des devises en 20 jours. Aujourd'hui, c'est en 24 heures. Ce que la BEAC fait, c'est que quand il constate que vous avez des comptes, que ce soit les privés, les opérateurs économiques ou bien les banques, lorsque la banque centrale constate que vous avez des comptes en devises illégaux, il vous refuse de vous donner les échanges, puisque ça ne doit pas servir, ça ne doit pas servir aux opérations d'importation ou bien aux opérations économiques licites. Donc, il demande alors aux banques qui détiennent déjà des réserves de façon illégale de recycler d'abord ce stock avant de venir auprès d'elle. Donc, la BEAC, justement, pour rentrer dans la légalité ou alors faire rentrer ces 2188 comptes-là dans la légalité, a initié une procédure pour régulariser les comptes en question. On parlait en fin mai 2019, pas moins de 37 dossiers ont été reçus et examinés par la BEAC. Certains ont été créés et d'autres se sont mués en demande d'ouverture
d'ouverture de compte. Bernard Amanti? Pourquoi parle-t-on d'illégalité? J'ai vu le titre du journal qui dit des comptes ouverts dans l'illégalité. Il y a 10 ans... Parce qu'ils ont été ouverts sans l'aval. C'est pas vrai. Il y a 10 ans, la BEAC elle-même a autorisé les banques à garder un volant de trésorerie. Donc les réserves que les banques détiennent à l'étranger, c'est parfaitement légal. On les a autorisés à avoir un volant et de ne pas rapatrier à 100%. Je vous ai dit tout à l'heure, il se trouve que dans la mère de famille maintenant a accumulé plus que le père de famille. Ce n'est pas illégal puisque le père a dévolu cette responsabilité à la mère de famille. Deuxièmement, les comptes qui sont ouverts sont les comptes, n'est-ce pas, de résidents en dollars. Oui. Bon, il faut savoir que dans la zone franc, c'était toujours interdit. Donc, il y a aussi 10 ans, pour aller dans le sens de la modernisation, on a voulu autoriser à ouvrir des comptes en dollars, n'est-ce pas, à des résidents, comme dans les autres pays. Hein. Et ça a aussi à voir, n'est-ce pas, un peu avec la fiscalité pétrolière, le code minier. Hein, ça influence beaucoup. Dans plusieurs pays, dans tous les pays miniers, où vous avez, ça dit que le pays produit du pétrole, il y a des compagnies pétrolières, des compagnies minières, il y a la dollarisation, c'est-à-dire des comptes en dollars. Hein, vous allez à la banque, vous signez un chèque, on vous remet des dollars. Même quand je travaillais au Burundi, qui est une petite économie, pas plus grande que le nord-ouest et l'ouest additionné, vous avez deux chéquiers. L'un, ça retire les francs burundais, et l'autre, ça retire les dollars États-Unis. Donc, on a voulu aller un peu dans ce sens. Avant, maintenant, on se rend compte que non, on veut faire marche arrière. Mais il ne faut pas dire que ces comptes-là sont illégaux. Non. Je ne pense pas. Non. Pas d'illégalité pour vous aussi? Oui, non, dire qu'on a autorisé, c'est un peu fort. La BEC a toléré. A choisi de fermer les yeux. A fermé les yeux. Elle a toléré parce qu'elle-même, en son temps, la sous-région avait beaucoup de réserves. Et quand vous gardez les réserves à la Banque centrale, il faut les rémunérer. Et rémunérer les réserves qui ne servent à rien n'est pas optimal. C'est pour ça que la Banque centrale essaie de tolérer. Puisque décision, je ne sais pas, on ne peut pas sortir une décision qui autorisait, on ne peut pas voir une décision de la Banque centrale qui autorisait les banques à faire des placements à l'étranger. Question tout de même, à quoi servent les fonds qui ne sont pas rapatriés? À quoi ils servent dans le système bancaire? Ils deviennent quoi? Ce sont des fuites du système bancaire, puisque l'argent les fonds qui sont à l'extérieur, oui, ça finance l'économie du pays dans lequel le fonds est gardé, oui. C'est plus simple que ça. C'est une façon de voir. Mais la banque commerciale, lorsqu'elle doit ouvrir le crédit documentaire pour importer un bateau de riz, elle va dire à l'Adji, bon, ton bateau de riz, ça fait 3,5 milliards. 3,5 milliards, plus le fret, plus l'assurance, ça fait 4,4 milliards. Donc, dans le temps, quand il y avait beaucoup de liquidités, la banque ouvrait le crédit documentaire et prenait seulement 10%, prélevait seulement 10% sur le compte de la LADJI. Mais maintenant, avec les nouvelles conditions, la banque dit non, il faut que le crédit soit entièrement provisionné. Donc, je dois trouver 4,5 milliards dans le compte et débité. Donc, elle retire donc les 4,4 milliards dans le compte du commerçant importateur. Maintenant, elle sait qu'elle ouvre la lettre de crédit documentaire à l'intention de la banque de l'exportateur. Donc, maintenant, elle est exposée à un risque de change. Puisque le temps que le bateau arrive dans 5 mois, le taux de change de franc CFA peut avoir évolué. Donc, ce que les banques font maintenant, c'est que, compte tenu de ce que j'ai dit au départ, qu'on ne sait pas très bien ce que va devenir le franc CFA, les banques, je pense, se couvrent à 100%. Donc, quand elles retirent les 4,4 milliards, elles déposent, elles convertissent en devises et elles mettent chez son correspondant le montant de devises qui correspond à le montant de devises demandé par l'exportateur. Et à ce moment, donc, l'opération se dénoue seulement dans 5 mois. C'est-à-dire le temps que l'exportateur aussi produise, mette dans le bateau, que ça arrive ici et qu'on retire. L'opération est dénouée dans 5 mois. Et pendant les 5 mois, eh bien, la banque commerciale détient des devises à l'extérieur. Ouais.
Et dans ce jeu de ping-pong financier entre les banques et la Banque centrale, ceux qui en pâtissent, évidemment, ce sont les opérateurs économiques. Là, en ce moment même, plusieurs opérateurs se plaignent. Ils ne peuvent pas procéder à leur paiement, ils ne peuvent pas importer. Ceux qui font dans l'import-export, par exemple, n'arrivent plus à importer leurs denrées et certains hommes d'affaires ne peuvent même pas payer leur personnel. Ce sont là quelques conséquences, professeur, et Bernard Wandji, dont on parlera dans la deuxième partie de cette édition spéciale crise des devises. Donc tout à l'heure, juste après le journal, on va laisser le temps au journal de 11h de se dérouler jusqu'à 11h10 et juste après nous aurons au téléphone le secrétaire exécutif du JICAM, Alain Blaise Batonga, qui nous donnera la position du patronat sur ce problème-là. On aura également un homme d'affaires, un chef d'entreprise spécialisé dans l'import-export qui viendra avec nous relater la vie sans devise pour un importateur. On se retrouve juste après le journal de 11h. À tout à l'heure.